Bonsoir et bienvenue sur KTO. Ce soir, nous avons la joie de recevoir un des écrivains jeunesse les plus lus et les plus traduits. Il est l'auteur de Toby Loneless, de Van Gogh, de la trilogie Alma. J'ai nommé Timothée de Fontbelle. Bienvenue, Merci. Timothée de Fontbelle. On est très heureux de vous recevoir sur KTO. Je suis ravi aussi, très heureux sur ce plateau entouré de lumière. On est très heureux puisque je pense que pour beaucoup de téléspectateurs, vos ouvrages nous ont portés, fait rêver, parce que vous écrivez pour la jeunesse, mais finalement de 7 à 77 ans. Ouais, c'est les livres les plus volés qui existent, volés par les parents, je veux dire, volés par Oui, les c'est parents vrai. à leurs enfants, par les Ouais. grands-parents, abandonnés après l'été dans la maison de campagne, et famille. piqués par les grands-parents qui, eux, restent un peu plus. Et ça, c'est le plus touchant. Et c'est la plus belle surprise de cette aventure d'écrire pour la jeunesse, parce que tout à coup, on parle à tout le monde. Et ça, vous ne vous en doutiez pas? Non, je pensais vraiment. D'abord, je ne pensais même pas que les livres avaient une histoire après qui naissent, quoi. Pour moi, je pensais que j'allais travailler toute ma vie dans une boîte et puis envoyer des bouteilles à la mer. Ouais, ça circule, il y a quelque chose de viral, d'un petit organisme vivant comme ça, qui est autonome. Je venais du spectacle vivant qui, Ouais. lui, demande qu'on soit là, sur scène, tous les soirs. Et là, ça m'échappe. Mais justement, c'était ça que j'avais envie de vous demander d'entrée de jeu. Vous avez commencé avec cette troupe des bords de Seine. Vous étiez très jeune, vous aviez 17 ans. Oui, c'est ça, vraiment de continuité de ce que je faisais depuis mes 7 ans plutôt, c'est-à-dire la convocation des frères et sœurs, cousins pendant l'été pour monter des pièces, le rôle qui m'était donné très vite d'être celui qui les écrivait. Et puis ensuite une troupe au collège, et puis ensuite voilà. Et puis à un moment, j'ai vraiment un peu plus pris les choses au sérieux. On était 3 au tout départ, et on a créé cette troupe des bords de Seine. On a commencé par jouer du répertoire, Ionesco, Anouilh, et puis Donc très là, vous vite. étiez où? Là, on était à parisien, à ce moment-là. Autant j'ai eu des échappées tout au long de ma vie de 1 ou 2 ans à l'étranger, assez régulièrement, mais je suis né à Paris et ça se passait à Paris. Et puis quand je me suis dit, tiens, mais moi, à côté, j'écris, pourquoi pas leur proposer les pièces que j'écris. Donc on a monté cette troupe et on a commencé à jouer les textes. Et ça a été mon école, vraiment, mon école d'écriture, cette compagnie, devoir écrire pour avoir un spectacle, mais ne pas avoir la pression de l'objet fini, parce que l'objet fini, ça allait se faire sur scène. Donc autant le roman me paralyse un peu à ce moment-là, autant parce que j'admire trop certains auteurs, autant le théâtre, il y a quelque chose d'inachevé qu'on peut continuer avec des bouts de ficelle, avec Est-ce un qu'on beau peut décor. modifier le texte, par exemple, Voilà, on peut sur le moment? l'améliorer, on peut le faire jouer par des acteurs qui vont l'éclabousser de leur talent et qui vont le rendre meilleur qu'il n'est. Et surtout, voilà, c'est une brochure agrafée, c'est pas le livre, objet fini, intouchable. Intimidant. Et un peu intimidant, ouais. Donc il y a la pièce Le Phare. Oui, ça c'est une pièce, mais ça me fait plaisir que vous en parliez parce qu'elle est complètement inédite, cette pièce, enfin inédite, on n'a jamais été imprimée, j'ai toujours refusé, j'ai quelques propositions pour en faire quelque chose. Pour l'instant, je le garde parce que c'est vraiment, je l'avais écrit pour mon petit frère au début, qui une année où lui aussi avait sa troupe, on avait 3 troupes dans la famille, suivant les âges, et une année il n'a pas pu monter la pièce avec ses amis, je me demande si c'était pas quand même une année avec une petite pression scolaire un peu forte de la part de mes parents cette année-là, parce que je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup de pression scolaire dans la famille, mais là, il fallait sauver le soldat Jérémie, et donc pas de troupe une année. Et en cachette, il me demande de lui écrire un texte pour lui, et je lui écris ce monologue qui s'appelle Le Phare, qu'il a joué à 15 ans, je pense, ou 14. Donc c'est lui qui l'a joué le C'est lui premier. qui l'a joué dans la crypte de Saint-Sulpice, là on a monté ça. Et ça a été très très fort comme moment. Et puis ensuite ça a été repris 5 ou 10 ans après, mais c'était la vraie création officielle, par l'acteur Clément Sibony, qui l'a joué au Théâtre du Marais pendant un automne, et ça a été magnifique. Les deux étaient très différentes. Et puis ensuite,
j'ai éteint le phare, vraiment, je le Vous garde. vouliez plus. Voilà, je voulais plus parce que, alors pourtant, il témoigne de quelque chose de ma vie, d'un moment très important, ne serait-ce que ce lien avec mon frère, de cette commande vraiment qu'il m'avait faite, comme Louis XIV commandait à Molière. Et je témoin de ça, et témoin d'un moment de ma vie. Il y a quelque chose sur la relation justement fraternelle, il y a plein de sujets dans ce texte, mais il était fait pour être entendu. Et donc, je n'ai pas envie de passer par l'objet papier. Et donc, pour l'instant, voilà, on verra si j'en fais quelque chose un jour. Et alors, à quel moment le roman cesse de vous intimider ? À un moment où une histoire ne tient plus dans un théâtre, à un moment où je cale, j'ai une histoire d'une petite humanité qui vit dans un arbre, et que je sens qu'il me faudrait des acteurs d'1,5 mm, ce qui n'est pas trouvable. Je sens qu'il faudrait créer un arbre sur scène, ce qui est très compliqué. Et je pense donc à une autre forme de boîte théâtrale, qui est la boîte du livre lui-même. Vous aviez besoin de plus d'espace, en fait, Oui, tout à coup. toutes les libertés, toutes les pouvoir avoir je crois qu'il y a 120 ou 150 personnages dans Toby Loveless. Voilà, oui. C'est ce roman-là. Et là, et aussi, tout à coup, je refais tomber la pression. Je vais juste raconter une histoire. Je ne vais pas penser littérature. Je vais conjurer justement ces admirations qui nous bloquent parfois, qui nous empêchent de créer, et je vais me laisser raconter comme à la veillée une histoire. Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. C'est la première phrase. Et ensuite, je me laisse dévaler cette histoire pendant 6 mois exactement. Je sais parce que j'ai terminé le jour de la naissance de ma fille. J'avais déjà 30 ans, donc j'étais un vieil auteur. J'avais franchement l'impression d'avoir du métier, mais je racontais simplement. Je ne pensais pas es-tu à la hauteur de Giono ou de Flaubert. Je pensais raconte simplement. Et là, vous choisissez la jeunesse. Je choisis la jeunesse, mais elle me choisit un peu plus tôt, puisque j'envoie le manuscrit, donc je le termine à la fin de l'année, j'envoie à Gallimard, mais des deux côtés, côté jeunesse et côté adulte. Il y a une rue, la rue de l'Université, qui traverse 2 bâtiments là, dans cette maison d'édition Gallimard, et j'envoie des deux côtés et j'attends de voir qui bouge. Et c'est Gallimard Jeunesse qui m'appelle un mois après en me disant on a lu et on veut ce livre et on veut le tome 2 aussi. Donc vous n'aviez pas un petit public dans votre virtuel, vous ne voyiez pas des petits-enfants, vous parliez même… Non, je parlais déjà à tout le monde, large. J'avais quand même une intuition que ce monde de l'imaginaire qui était présent, qui n'est pas dans tous mes livres, mais qui quand même, on frôle souvent le monde de l'imaginaire, même Van Gogh, exactement. Je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y a un endroit dans la littérature, en France en tout cas, où on peut raconter des histoires vastes, des histoires, des sagas sur plusieurs générations, qui se passent avec des milliers de décors différents. Et c'est quand même la littérature jeunesse. La littérature contemporaine française est plus resserrée, un petit peu plus auto-fictionnelle, et puis donc, c'est moins vrai dans la littérature anglo-saxonne, mais dans la littérature française, il y a ça. Et donc, j'avais une intuition. J'étais allé voir quand même les tables jeunesse. Je n'étais pas, par exemple, un gros lecteur de Harry Potter, qui à ce moment-là cartonnait. J'avais pas, voilà, il y a Narnia, Eragon, tout ça. J'avais été voir, j'avais vu que ça existait, mais je ne savais pas très bien à qui d'un point de vue technique, à qui j'allais m'adresser, parce qu'il faut trouver quand même la boîte, quitte à déborder de la boîte après, déborder de la case dans laquelle j'allais me mettre. Et c'est mon éditeur qui l'a choisi. Par contre, là où tout a changé, c'est pour le 2e livre. C'est-à-dire à partir du 2e livre, j'avais fait entre-temps la rencontre des jeunes lecteurs, grâce à Toby, et là, je les ai rechoisis, et je les ai choisis. C'est-à-dire là, je me suis dit, c'est eux qui sont
qui d'abord libèrent mon écriture, qui me permettent de ne pas poser trop de questions, de faire de la littérature sans m'en rendre compte. C'est eux qui lisent et relisent et re-relisent. C'est eux qui sont changés par ce qu'ils lisent, qui sont construits par ce qu'ils lisent. Et en plus, je ne me prive pas des parents parce que les parents les lisent aussi. Donc, ça et va en aller. même temps, c'est un public exigeant et on le sent quand on vous lit parce que vous devez ne jamais les lâcher. Alors que l'auteur adulte est un peu snob, il lit un auteur, il lit un nom. L'auteur enfant, il s'en fiche du nom. Il veut juste être pris. Il faut qu'il lâche jamais l'histoire. Et on le sent ça quand on vous lit, que vous faites en sorte que l'enfant ne lâche jamais le suspense. On passe d'un tableau à un autre. Mais c'est pour moi une sorte c'est la base de la politesse de l'auteur, quoi, pour moi, de pas le croire acquis, mais de le regagner à chaque phrase à partir du moment où on ne lui sert pas la soupe qui l'attend. Enfin, on l'emmène ailleurs ensuite, mais il y a ce pacte quand même de l'embarquer, de lui dire « t'inquiète pas ». Et c'est drôle parce qu'au bout d'un moment, ça fonctionne d'un livre à l'autre. Je pense à mon dernier roman où tout à coup j'ai commencé ce roman par un monde apaisé avec une vallée. Normalement tous mes livres ils commencent par le milieu avec une sorte de tension. Ça peut être sur le parvis de Notre-Dame pour Van Gogh avec des séminaristes allongés sur le sol. Ça peut être dans un trou d'écorce pour Tobie poursuivi par son peuple. Mais là il y avait un monde apaisé, mais je me suis dit allez, je vais compter sur la confiance du lecteur qui, ayant lu les autres livres, se dit il ne va pas nous laisser dans cette vallée simplement à faire la sieste à l'ombre d'un zèbre sans rayures, qui est en fait un cheval, qui bouge au fur et à mesure que le soleil bouge pour faire de l'ombre sur les deux enfants qui sont dans l'herbe. Et je me suis dit voilà, on va écrire pour une fois de manière chronologique. Oui. Voilà, mais c'est aussi pour changer mes règles du jeu et aller un peu plus vers l'inconnu. La vie entière change les règles du jeu parce que là, on n'a plus c'est vraiment pour les adultes cette fois. Ouais. Et ça, vous l'avez fait exprès. Donc tout à coup, vous vous levez, vous dites maintenant, je change de public. Oui, ou plutôt, je me dis, comme je m'étais dit, d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais écrit un petit livre qui s'appelait Neverland sur l'enfance, une sorte de quête de l'enfance, et j'ai senti que je ne vais pas parler de l'enfance aux enfants, donc c'était pour les adultes. Ouais. C'était un petit texte qui était paru d'abord chez l'Iconoclaste, mais qui est maintenant en folio, aussi chez Gallimard. Et donc je cherche un peu les angles morts de cette littérature jeunesse. Là, qu'est-ce que quand même, j'ai beau dire que mes livres sont pour tout le monde et que rien ne m'est interdit, quand on écrit pour la jeunesse, on peut écrire sur tout, il y a quand même quelques angles morts. Et là, c'était plus d'un point de vue formel, un texte un petit peu plus fragmentaire, où je m'autorise à faire baisser un peu la pression de cette main au collet que je mets au jeune lecteur pour le garder. Je me permets d'avoir quelque chose de plus elliptique. Voilà, j'avais probablement quand même un petit manque pour un temps, parce que je vais revenir en jeunesse très vite, mais pour ce texte-là, il me fallait l'autorisation que le lecteur adulte mette le livre de côté s'il ne lui plaît pas, mais ce n'est pas un drame. Alors que le jeune lecteur, s'il le met de côté, c'est peut-être un lecteur perdu pour la littérature. Et ça, moi, je suis comme le chasseur de baleines, le jeune lecteur, je ne veux pas le perdre, je n'ai pas le droit de le perdre. Ouais. Et donc on suit Claire, on n'en dira pas trop parce qu'il ne faut pas déflorer le sujet, mais on suit Claire qui est quand même engagée dans cette résistance française. Ouais. Et on est dans cette atmosphère qui, même si c'est très tendu quand même, est très contemplative. C'est ça qui dénote par rapport au reste de votre... C'est vrai qu'on est... J'enlève les petits moteurs que je mets dans mes textes, la fuite, la quête, ce qui fait courir mes personnages. Et ça se passe dans une pièce, mais l'échappée, l'évasion, elle est par l'imaginaire de Claire. Oui, elle est là, elle tape à la machine, et en une nuit, elle écrit une vie, alors qu'elle n'a que 19 ans, mais une vie entière qui va jusqu'au grand âge heureux, désirable d'ailleurs, qui était aussi un de mes
des choses qui m'animaient de parler de tous les âges de la vie. Et donc, il y a sa vie, et il y a, étant donné qu'il y a une sorte de sursis aussi de cette nuit, on ne sait pas ce qui va se passer à l'aube. Elle attend quelqu'un qui n'est pas venu, elle devrait partir, mais elle reste là. Et donc, en partie, comme acte de résistance, elle invente la vie qu'elle n'aura pas. Voilà, mais c'est un peu un texte dans lequel je mets l'urgence dont j'ai besoin, parce que j'ai quand même ce petit problème psychanalytique de ne pas vouloir que la salle se vide autour de moi, pour un souvenir de théâtre, probablement. Donc donc il y a cette tension, malgré tout, d'un polar poétique en modèle réduit, mais des fragments de vie, voilà. C'est pas squelettique comme texte, c'est un texte vraiment charnel. Merci beaucoup Timothée de Fontbelle. On va passer à la deuxième partie de cette émission et continuer à vous écouter avec les mots. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Timothée de Fontbelle. Et le premier mot que j'ai choisi en pensant à vous, c'est enfance. Alors, c'est le mot-clé parce que c'est la source, c'est le réservoir dans lequel tous les matins je vais me baigner quand je me mets à écrire. Et puis c'est aussi, par hasard, la cible de ce que j'écris. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est là d'où ça vient et là où ça retourne. Alors pourquoi, ça je ne sais pas. D'abord je sais une chose, c'est que si ce lien est si fort, c'est que en écrivant pour la jeunesse, j'ai maintenu en vie le lien avec l'enfance. Je pense que de me réveiller le matin pour écrire des histoires pour les enfants ou les adolescents, c'est une sorte d'hygiène de ce canal-là qui le maintient en vie. Et en étant à hauteur d'enfant, quand mes héros ont 12 ou 13 ans, en les faisant vivre, je garde vivant cet enfant en moi. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai donc un livre que j'ai écrit pour vraiment ouvrir le capot de l'enfance, là, essayer vraiment de comprendre ce qu'est l'enfance pour moi dans ma vie, et plus largement, essayer de dire l'esprit d'enfance. Et ce livre s'appelle Neverland, c'est le pays du jamais, le pays perdu, le pays de l'imaginaire dans Peter Pan, de J.M. Barrie. Et dans ce texte, que je croyais vraiment être comme une sorte de petite récréation, j'ai fait une remontée assez douloureuse, alors que j'allais vers une enfance heureuse, parce que j'ai vraiment eu une enfance heureuse, mais ce mouvement inverse, là, de retourner vers l'enfance, comme un saumon qui remonte la rivière vers la source. Les saumons, ils arrivent épuisés tout en haut. Ils arrivent très amaigris. Et moi, ça a été un peu ma crise du milieu de la vie, là, l'écriture de ce petit texte tout simple, qui ne sont pas des mémoires, mais qui essaient de capter l'esprit d'enfance. Et c'est douloureux parce que c'était un paradis joyeux et que ce paradis vous semble perdu ? Non, c'est même pas... Alors peut-être qu'il y a de ça, là aussi, c'est un fauteuil et pas un divan, donc je ne vais pas aller trop loin, mais quand même, il y a peut-être quelque chose de ça, qui est quand même de l'ordre de la nostalgie, dont je me défends pourtant, mais elle est là, en fait, elle est là. Tout simplement, parler de la poésie de l'enfance, c'est déjà être un peu nostalgique. Non, je pense, si c'est quand même le temps qui passe, c'est les êtres perdus aussi sur le chemin. J'ai la chance d'avoir gardé un lien avec à peu près tous les lieux de l'enfance et de pouvoir retourner dans les lieux, les maisons dans lesquelles voilà, c'est resté. Il n'y a pas d'endroit que j'ai abandonné à jamais pour l'instant, ça arrivera probablement, mais il y a toujours un lien avec ces lieux. Donc ça, c'est déjà une forme de continuité. Il y a quand même, voilà, j'ai perdu mon père quand j'avais 21 ans ou 22 ans. Et donc, il y a
il y a ce rideau de fer qui est quand même une séparation. Dans Neverland, à un moment, je dis, en fait, qu'on fait semblant d'être grand, mais j'ajoute tout de suite, et dans le meilleur des cas, on fera semblant toute sa vie. Et je pense que c'est un peu ça. Et l'écriture, c'est la continuation de l'enfance par d'autres moyens. C'est vraiment ça pour moi. Et avec d'autres outils un peu, qui permettent, et ça paraît fou et paradoxal, qui permettent presque de perfectionner l'enfance. C'est-à-dire que quand même, on a grandi, et donc c'est ça qui est incroyable, c'est que pour moi, ça n'est pas une petite réserve naturelle, l'enfance, c'est quelque chose qui vit, et c'est quelque chose qui déborde dans la vie et dans la vie des adultes. Et voilà, donc mais c'est très beau, ce mot il est affiché devant moi, et je ne l'ai jamais regardé de si près comme ça. Et c'est magnifique, et je regrette presque de ne pas l'avoir utilisé, même s'il a déjà été utilisé par quelques auteurs, de ne pas l'avoir mis en titre de ce livre Neverland. Au fond, vous dites que c'est une source qu'on a encore au-dedans de soi. Oui. Qui est encore accessible, une source, vous diriez, qui a une forme de pureté, d'innocence, de curiosité, de joie de l'enfance ? Oui, il y a ça, mais il y a tout. Hein. Il y a aussi quelque chose qu'on garde à d'autres moments de la vie, mais qui a l'impression d'être à l'étroit dans son corps. Moi, je me rappelle des moments où j'étais, mais où la mue demandait de se faire, où ma peau était trop serrée sur moi. Je me rappelle ça, où je voulais être grand. C'est un moment de... Il y a des très grandes douleurs, c'est ça aussi dans l'enfance, dans le fait, et là encore, même dans une enfance heureuse, je dis bien que je sais que pour beaucoup, moi qui m'interroge toujours sur à quel moment je suis sorti de l'enfance, je sais que c'est un luxe immense de pouvoir se poser cette question, de savoir est-ce que c'est quand je tombe amoureux à 13 ans, est-ce que c'est la mort de ma tante Bernadette, est-ce que c'est il y a plein de passages, mais c'est extraordinaire de pouvoir me poser cette question alors que bien d'autres enfants se souviennent à la seconde près cette bombe qui tombe dans leur vie quand cette sortie d'enfance est douloureuse. Donc je profite de ce privilège, de ce flou du moment de la sortie de l'enfance, qui peut même aller bien tard, hein, au moment où je m'installe dans ma petite chambre à Montmartre pour la première fois, en me demandant comment je vais payer mon loyer, parce qu'on m'avait bien fait comprendre que c'est moi qui me chargeais de ça. Et cette nuit de sueur, là, dans un endroit paradisiaque, minuscule mais paradisiaque, c'est peut-être la sortie de l'enfance, et j'ai 20 ans bien passés. Il y a cette parole de Jésus, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Comment vous la comprenez ? Alors j'adhère. J'adhère. Elle vous parle, cette parole ? Elle me parle parce que si j'ai écrit mon livre Neverland aux adultes pour l'enfance, c'est qu'ils oublient ce qu'est l'enfance, et qu'on bousille pas mal l'enfance autour de nous quand même aujourd'hui, et que c'est voilà, en piquant le temps des enfants, en leur mettant dans les mains des choses pour les occuper, ou pour les connecter, ou pour ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une forme de maltraitance, et en faisant du bruit autour d'eux, c'est en ayant un monde tellement bruyant. Et donc, l'enfance, franchement, je sais on n'arrête pas de dire que l'enfance est beaucoup plus cruelle qu'on croit, que l'enfance est plus malheureuse qu'on croit, que là, n'empêche que regarder un nourrisson, j'en ai vu un d'un mois hier encore, que j'ai regardé très longuement, la petite Madeleine,
Et je peux vous dire que c'est en effet comme ça qu'il faut rentrer au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Merci Timothée de Fontbelle. Le deuxième mot, il est peut-être un peu plus grave, mais on le trouve aussi comme thème dans vos écrits, c'est exil. Alors, je pense que je vais reparler de mes privilèges, de n'avoir été exilé que de mon plein gré, en dehors de la vie elle-même est pour moi presque un exil. L'âge adulte était aussi un exil. Bon, il y a ça, mais les quelques moments, donc à l'âge de 4 ans, on est parti avec ma famille au Maroc, plus tard en Côte d'Ivoire. Et plus tard, je suis parti au Vietnam 2 années à 25 ans. À chaque fois, ces périodes de quelques années, je pense que c'est quand même de là, alors vraiment comme une sorte d'aperçu, vraiment d'aperçu lointain de l'exil ou du déracinement. C'est un sujet qui depuis ce temps-là m'intéresse beaucoup, parce que je me définis par les racines que j'ai en terre, et que donc quand on me parle de déracinement, je suis plein de compassion, mais de compassion dans le meilleur sens du terme, du partage vraiment, d'essayer de comprendre ce qui est vécu. Oui, c'est un sujet très central, je pense vraiment, quand je regarde mes livres. Toby Lollness, il vit dans les hauteurs de l'arbre avec son peuple, avec sa famille, et il est tout à coup exilé dans les basses branches. Et plus tard, mon roman Van Gogh, même chose. Il grandit dans les îles de Sicile et tout à coup quitte les îles et se retrouve dans le vaste monde, à travers les continents. Alma, une vallée protégée en Afrique. On est en 1786, son petit frère disparaît, quitte la vallée, et elle part à sa recherche et se retrouve pendant 1500 pages, 3 volumes, à travers l'Atlantique du XVIIIe siècle, toujours l'exil et sans espoir de retour. Quand je parle d'Alma, c'est vraiment le thème non seulement de l'exil, mais de l'esclavage. 15 millions de personnes ou 13 millions de personnes qui, pendant quelques siècles, ont été arrachées au continent africain, emmenés vers les Caraïbes et toute l'Amérique. Et je pense que le nombre de retours de cet exil vers l'Afrique, et c'est quelques dizaines, quelques centaines de personnes sur 15 millions en tout et pour tout. C'est quelque chose qui m'a bouleversé justement pendant mes années d'adolescent en Afrique. Je me rappelle un voyage sur la côte du Ghana et avoir vu les lieux de départ de l'exil, sur les forteresses anglaises, hollandaises, espagnoles, portugaises, françaises, qui sont tout le long de l'ancienne côte de l'Or, et où passaient les esclaves. J'avais 13 ans. J'ai découvert ces lieux qui étaient complètement à l'abandon, et j'ai vu les fers auxquels étaient attachés ces jeunes femmes, jeunes hommes, enfants, vieillards même, ou en tout cas personnes déjà âgées qui n'allaient probablement pas faire le voyage en entier. Et je pense que c'est de là quand même que date mon émotion quand je pense au thème de l'exil. Van Gogh, vous dites qu'il commence en Sicile, mais en fait, il est lui-même un peu un exilé. Ouais. Et du coup, j'avais envie de vous demander, mais pour savoir écrire tout ça, est-ce que vous vous sentez vous-même en exil ? C'est-à-dire, vous l'avez dit un peu au début, la vie est un exil pour vous ? Oui, sûrement. Oui, il y a quelque chose. En effet, vous voyez, c'est un acte manqué quand je dis que Van Gogh
grandit en Sicile. Il arrive à l'âge de 3 ans, en fait. Oui. Déjà, à l'âge de 3 ans, c'est une fausse naissance. Il est avec une nourrice qui se souvient de rien, qui dit qu'elle ne se souvient de rien. Et ils sont jetés sur une plage de Sicile. Il a 3 ans. Lui est né en 1915, comme 3 de mes grands-parents d'ailleurs. Et en effet, j'en parle comme de sa naissance, mais il a 3 ans. Et je pense qu'il y a, il y a quelque chose de l'exil qui est aussi dont on peut sortir des belles choses aussi. C'est-à-dire quand je pense à des... j'entendais un auteur parler de son arrivée du Maroc à l'âge de 7 ou 8 ans. Et voilà, et il voit d'un côté ses frères pour qui ça a été très 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 douloureux et un déracinement pour le coup total. Et lui, il a considéré ça comme la chance de sa vie. Et comme s'il avait compris les règles du jeu et que tout à coup c'était un accélérateur de particules pour lui, pour vivre plus intensément. Donc c'est très étonnant de savoir, peut-être parce que ses frères étaient arrivés vers 13 ou 14 ans et que à l'école ils se sont sentis perdus, alors que lui est arrivé, il s'est plongé dans les livres. Donc c'est très, très différent. Mais c'est vrai que la condition humaine, pour moi, le mot exil dit assez bien la condition humaine. Et là encore, le mot affiché devant moi, et ce X là, au centre, on ne sait pas si c'est le point de départ ou l'interdit. C'est beau les mots. Ça pose peut-être la question, en tout cas moi je trouve que vos livres les posent en filigrane. Qu'est-ce que c'est la véritable patrie de l'être humain ? Oui. Au fond, vers quoi vous marchez ? Vers quelle patrie ? Oui, c'est vrai qu'il y a ça qui est une interrogation Bon, d'abord, dans mon cas, je vis je suis né dans une foi chrétienne que j'ai toujours, contre laquelle c'est peut-être grave, mais je ne me suis jamais révolté. Oui. Alors, un peu parce que, je dois le reconnaître, un peu parce qu'elle m'allait très très bien, c'est-à-dire que, par chance, j'adhère à tout. C'est-à-dire dans le message du Christ, je suis d'accord avec tout, absolument tout. Donc, j'ai pas beaucoup de mérite. Je pense que je serais né dans une religion bâtie sur des interdits étranges. Alors que là, vous vous sentez libre dans cette religion. Ah ben, je me sens libre. Non, alors libre. Attention, elle a des exigences bien au-dessus de moi, bien au-dessus de moi. Mais elle est le cap idéal, quoi. Vraiment, elle est le cap idéal. Et je la suis de manière extrêmement imparfaite, mais elle me va. Plus qu'elle me va, elle appelle le meilleur en moi. J'en suis conscient et j'y arrive pas. Mais au moins, elle me laisse pas avec moi-même à juste me débattre. Elle m'entraîne, elle m'aspire. Ouais. Donc la patrie, ce serait ça. La patrie, c'est cet horizon de foi, du visage de Dieu, vous diriez. Oui, je pense que c'est très, très, très délicat. J'arrive pas. Vous voyez, mais c'est marrant comme justement, c'est un peu en vivant dans cette sorte de foi apaisée, je formule assez rarement finalement. D'ailleurs, j'en parle très, très, très rarement parce que c'est. Et donc, je ne l'interroge pas, mais je reviendrai en réfléchissant à cette question. Merci de nous partager tout ça. Alors, le mot suivant, il m'est inspiré par votre tout récent livre et le personnage de Claire. Et le mot suivant, c'est vieillir. Parce que vieillir, dans votre livre, ce que j'ai trouvé vraiment original et beau, c'est que vieillir est très positif. Elle rêve de vieillir.
Ouais, ça c'est un. D'ailleurs, je commence à avoir quelques paroles de lecteurs ou de lectrices euh, très, très troublantes pour moi, d'émotions, euh, de lecteurs âgés, par exemple, moi qui m'adresse beaucoup aux enfants dans certains de mes livres, là, et qui sont touchés par ça, par le fait que une jeune femme de 19 ans qui ne passera probablement pas la nuit et qui écrit la vie qu'elle n'aura pas, pour elle, la vieillesse, même un peu blessée, même un peu claudicante, même un peu fragile, est l'horizon le plus désirable qui soit, le plus merveilleux qui soit. Et ça, et donc cette Claire, elle écrit, mais elle écrit justement, elle écrit les maladies passagères, elle écrit comme quelque chose de merveilleux. Elle écrit le moment où elle enterre celui qu'elle aura aimé et on la redépose chez elle, elle se met dans l'entrée, on lui a demandé « mais tu es sûr que tu ne veux pas qu'on reste avec toi ?» Et elle a dit non, et elle est restée là, elle sent l'odeur de chien disparu depuis longtemps qu'il y a dans cette entrée, elle voit les bottes bien rangées, les boutons de porte qui brillent, elle est encore un peu dans le noir, et tout à coup, même ce deuil-là devient quelque chose enfin, voilà, il y a une forme de douceur, et parce que c'est toujours la vie. Et là, ce mot-là, il y a le mot vie au début de vieillir. Il y a le mot vie qui. Et c'est ce qu'on sent dans votre ouvrage. Est-ce que c'est comme ça que vous regardez la vie ? Oui, je tente de la regarder comme ça. Peut-être que je l'écris pour la regarder comme ça. C'est peut-être dans ce sens-là plutôt que je la regarde comme ça et donc je l'écris comme ça. C'est peut-être et puis je la vois. Voilà, ma mère, je ne vais pas dire son âge, mais commence à avoir un certain. J'étais avec elle il y a une heure. Paraît-il, un certain âge, même si elle jure qu'elle a 7 ans. Mais je vois qu'il est possible de vivre des joies à tout moment. Voilà, elle a perdu l'homme qu'elle aimait il y a 30 ans. Je peux vous dire que dans le genre joyeux, on n'en trouve pas deux comme ça en Europe, on va dire. Donc Claire est un peu un hommage à votre maman. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a, en tout cas, oui, je pense, mais c'est aussi un hommage à mon père, c'est aussi un hommage à ces vies abrégées, beaucoup à ces vies abrégées, en fait, beaucoup qui sont des vies complètes pourtant. Elles sont courtes, mais elles sont complètes. Je regarde la vie de mon père qui est mort à 53 ans, à mon âge exactement, et je regarde sa vie, elle est, voilà, quel que soit le manque qu'on a de sa présence, c'est une vie entière. Moi, elle m'anime, c'est une vie entière, et je peux aller bien avant à des vies extraordinairement courtes et tragiquement courtes, et elles ont, je pense à Etil Soum, que j'ai mis en tête, dans une petite phrase d'Etil Soum, en tête de ce livre, La vie entière. Elle meurt avant 30 ans. Mais alors là, dans le genre vie entière, c'est une vie entière et brève. Le dernier mot, Timothée de Fombelle, c'est prière. Alors, c'est un mot. Je parlais du temps tout à l'heure, du temps qu'on arrête. La lecture fait partie de ces temps qui sont assez proches d'une forme de prière ou de méditation, même les petits capteurs qu'on met sur le cerveau des lecteurs pour regarder qu'est-ce qui se passe. On voit qu'à côté, le yoga ou justement ou la méditation, c'est encore en dessous dans l'ordre des bienfaits que donne la lecture. Donc, bon, déjà, la prière pour moi, c'est l'arrêt, le fait de s'arrêter, même extraordinairement brièvement, même au milieu
d'un trottoir, ça peut être de la contemplation. Je pense que la prière, alors d'abord elle vient quand même plus naturellement dans les ténèbres. Ça c'est un problème parce que faut prier quand tout va bien, alors que vraiment. Vous voulez dire qu'on peut crier vers Dieu? Voilà, on peut crier là, on vers crie. Dieu. Voilà, là on crie et puis la prière, il y a, je pense moi à des prières extrêmement minimales. D'abord des prières, par exemple, il y a la prière du pèlerin, là, du pèlerin russe, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. C'est une sorte de cri comme ça, pas très loin de celui du Christ sur la croix d'ailleurs. Il y a quelque chose, il y a de l'appel et du réconfort qui vient quand même assez vite, même d'ailleurs dans la prière très répétitive, voilà. Mais il y a quand même un grand mystère de personne ne parle, personne ne dit comment il prie. C'est ça qui est. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a décrit précisément comment il priait. Et puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de chaque pratique et de chaque religion. Et je pense qu'on devrait faire une sorte de conservatoire commun de la prière et de regarder comment on peut piquer des modes de prière, par exemple. Un grand atelier de prière. Voilà, je pense. On va proposer ça. Je pense comment l'islam, par exemple, se sert du corps pour prier, ou les moines. Ou les moines aussi. Il y a des choses à mettre en commun. Moi, j'avais envie de vous demander, vous dites que dans la foi catholique, tout vous plaît, et j'avais envie de vous demander si une parole de l'Évangile vous touchait particulièrement, vous nourrissait particulièrement. Alors, oui, si je pense qu'il y a un texte qui me touche beaucoup. J'aime, en tant que raconteur d'histoire, j'aime les paraboles qui sont vraiment de la littérature dans les Écritures. Et je pense au Fils prodigue. C'est vraiment la posture du père, attendant son fils à la porte, guettant l'horizon pour le voir revenir alors qu'il a tout trahi, tout gâché, mais le regardant et le voyant, commençant à voir poindre sa silhouette très loin, et le voyant tout à coup venir à lui, et voilà, étant le premier à courir vers lui, ça vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là ça définit pour moi le Dieu des chrétiens. Voilà, c'est cette position d'attente. Et d'amour inconditionnel. Oui, et d'amour inconditionnel. Oui, puis voilà, et étant père moi-même, ça a éclairé justement pour moi de le devenir, ça a éclairé ce mystère. Et c'est vrai que vous nous y faites penser, Jésus est un grand raconteur d'histoire. Vous avez ça en commun, lui et vous. Oui, effectivement, je veux bien ce genre de point commun. C'est vrai que voilà, mais il y a quelque chose de l'oralité aussi qui est dans certains de mes livres, qui est en lien aussi avec le théâtre, voilà, sur
quand il s'adresse à la foule, je ne sais pas d'ailleurs avec quelle technique de porte-voix il le fait, mais c'est quelque chose du conteur. Ouais, voilà, mais je suis vraiment quand même, même d'ailleurs dans le travail de la phrase, je suis extrêmement marqué par, en particulier, les évangiles. De temps en temps, je me marre en écrivant, en reconnaissant même des formes un peu syntaxiques qui sont dans ce substrat-là qui est en moi, parce que quand même, quand on a grandi dans une foi et dans des écritures, on est complètement fabriqué de ça. Merci beaucoup Timothée de Fontbelle. On vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Timothée de Fontbelle. Est-ce que vous avez aimé cette expérience démo ? J'aime beaucoup et alors je suis très heureux que vous soyez revenu, mais... Vous étiez bien tout seul. Non, j'aime bien ce moment, en effet, où on est face à face avec les mots, ce qui est mon quotidien d'auteur aussi. Le face à face parfois douloureux et âpre. Ouais. Alors je vous demandais tout à l'heure, j'avais remarqué que Van Gogh ne priait pas. Et votre personnage ne prie pas, et je vous demandais en off, mais du coup ce n'est pas vous, parce que vous priez dans l'angoisse, parce que Van Gogh, si les téléspectateurs n'ont pas lu, a beaucoup d'épreuves, et dans l'épreuve il ne prie pas, ce qui avait un peu intrigué le lecteur que je suis, tandis que vous, dans l'épreuve, vous priez. Oui, c'est en effet, c'est la mise à distance aussi probablement des personnages. Il y a, donc c'est un personnage qui au tout début, quand on l'attrape à la première page, il veut devenir prêtre, il va être ordonné, donc il aurait toutes les raisons, en effet, de prier, même s'il va être dévié de ce chemin-là. Et en effet, c'est vrai qu'il y a des moments où... Alors, peut-être que la prière est un ressort moi, qui suis un raconteur d'histoire, comme je l'ai dit, mais qui doit trouver des solutions techniques de fuite, d'évasion, voilà. La prière, il y a quelque chose de statique peut-être qui doit techniquement, parce que je suis aussi un cuisinier des histoires et je fais ce qui m'arrange. Je fais ce qui m'arrange, et donc. Mais de toute façon, on frôle ce thème de la transcendance qui dans tous mes livres, on le frôle. Et finalement, je ne l'ai jamais attaqué par la face nord. Et du coup, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a des personnages qui vous ressemblent dans vos ouvrages ? Alors, je m'attache en tout cas plutôt aux personnages secondaires, aux personnages qui plus discrets, oui, je sais pas, je pense à un personnage, Léo Blue dans Toby Loveless, qui est un personnage vraiment qui est à la fois le meilleur ami de Toby, qui va devenir son pire ennemi, qui va être une incarnation séduisante de l'ennemi, du méchant, comme on dit aux enfants, qui est, là je voulais ça, d'un côté il y a un affreux Joe Mitch qui suinte la méchanceté, et d'autre côté il y a Léo Blue beaucoup plus attachant, avec des fragilités, et voilà, et ça c'est le genre de personnage auquel je m'identifie davantage. Et puis de temps en temps je me mets presque dans un personnage. Dans Van Gogh, il y a le père Zéphiro, qui est un moine. Et celui-là, il vous ressemble ? Un peu dans le sens où c'est celui qui, alors que... Donc il est prêt à tuer quelqu'un quand même. Moi, je vais peut-être quitter la pièce et prier. C'est vrai. Mais plutôt, il est dans ce monastère que j'ai appelé le monastère invisible dans les îles Éoliennes, et il voit ce garçon qui décide, qui sous prétexte qu'il a grandi là, veut tout à coup devenir moine. Et il lui dit, mais non, il veut sa liberté. Si tu avais grandi dans un clapier, tu voudrais être lapin. Et il l'envoie à travers le monde. Et ça, c'est mon rôle d'auteur. C'est vraiment ce que je fais. Moi, je suis Zéphiro, il peut pas, il faut l'envoyer. Et puis, dès qu'il est en contact avec le monde, il se retrouve poursuivi par des forces, on ne sait pas exactement quoi, liées à son passé. Et donc,
de temps en temps, je suis, par exemple, à la fin de Toby Loneys, il y a 2 tomes. Au tout dernier chapitre, arrive un homme, un vieillard qui a réussi à s'échapper de l'arbre, et il annonce une nouvelle immense qui va relancer l'aventure. Et ben, ce type-là, il s'appelle Paul Collin, c'est moi aussi. Donc j'apparais un peu comme Hitchcock dans ces films. Personnages secondaires, mais magnifique. Zéphiro, c'est un grand personnage. Est-ce qu'on a le droit de vous demander, est-ce que vous vous souvenez de la prière du petit Timothée enfant? Est-ce que vous avez un souvenir? Il priait pourquoi, le petit Timothée? Quand même pas mal pour mes proches, je me rappelle. C'était dans les 30 glorieuses et les années de paix, et donc il y avait quelque chose, il y avait moins d'inquiétude, donc pour le monde, même s'il y avait quand même la faim, quelques grandes sécheresses et grandes famines, mais non, je me rappelle pas exactement le contenu de la prière, mais je me rappelle du temps de prière, et je me rappelle déjà l'impression de réconfort, de la sensation, de la consolation. Et si le ciel devait être quelque chose pour vous de joyeux, il serait quoi? Qu'est-ce que vous en attendez de cette patrie? Je pense, il y a le mot qui définit cet horizon pour moi, c'est quand même les retrouvailles. C'est donc les retrouvailles, la douceur. Mais de manière, mais quelque chose de pas du tout sérieux, pas du tout, enfin quelque chose de joyeux comme l'enfance. De joyeux, oui, voilà, de joyeux comme ce qui fait rêver l'enfance, quand même, quand je regarde les bonheurs les plus fous de ma vie, il n'y a pas grand-chose comme la nuit de Noël, par exemple. Il n'y a pas grand-chose comme la voiture qui part sur le chemin des vacances et l'horizon de l'été sans fin. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Un été, quand on a 6 ans, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc, il y a quelque chose de cette joie-là. De cette joie-là qui n'a aucune limite. Merci Timothée de Fonbelle. On a envie d'y aller là. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Je rappelle votre actualité, La vie entière, qui vaut vraiment la peine d'être lue et qui fait savourer les joies de l'existence. Merci. Merci Timothée de Fonbelle.